Président, heureux de vous accueillir ici. Sentez-vous chez vous. On vous l'a dit ici dans cette cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier. Merci à notre partenaire d'être à côté, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, pour cette soirée assez exceptionnelle. Alors assez exceptionnelle à plusieurs titres, de par déjà sa thématique, de par ses invités que vous êtes, et évidemment de par les personnes qui vont intervenir prochainement. Donc je tiens à remercier Jalil Benabila présent ici, je tiens à remercier Vincent Gemène qui est en train d'arriver au pas de course. Merci Monsieur Gemène, mettez-vous, asseyez-vous en vrai si tu peux, s'il te plaît, mettez-vous là Monsieur Gemène, pour leur présence et leur intervention à venir. Alors le mois de janvier n'est pas totalement écoulé, donc je vais en profiter au nom de Leader Occitanie, au nom de son conseil d'administration, de son bureau, au nom des présidents des grades qui, pour certains, ont fait le déplacement ici, vous présenter évidemment nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui est en train de voir le jour. Évidemment, une année que nous souhaitons avec plein d'espérance. En tout cas, que nous voyons ici à Leader Occitanie très dynamique, et notamment au sujet de la RSE, qu'on va pouvoir le constater ce soir. Le contexte est assez simple et parle de lui-même. Cette soirée, c'est l'occasion de mettre évidemment sous les projecteurs une thématique prégnante pour Leader Occitanie, qui est la responsabilité sociétale des entreprises, plus connue forcément sous son acronyme RSE. Le tableau est assez noir, évidemment, changement climatique, on voit les événements météo que l'on connaît, des températures exceptionnelles, on voit effectivement, et on connaît et on entend parler aujourd'hui de la raréfaction des ressources fossiles et leur surexploitation. On voit, on sent et forcément on entend aussi parler des pollutions de l'eau, les pollutions de l'air, de plus en plus des pollutions du sol. On parle également de la fameuse 6e extinction de masse et de l'érosion de la biodiversité. Je vous souhaitais bonne année, mais effectivement le tableau un petit peu se noircit. Mais tout ça, forcément, ça déséquilibre l'écosystème. Ça fait évoluer l'économie et forcément, ça fait évoluer le cadre législatif. Voilà aujourd'hui les entreprises à quoi elles vont être touchées, ça y est, on y est dedans. C'est pas du 4.0, c'est de la réalité. On est forcément sur des critères qui se durcissent au niveau des appels d'offres. Ça, c'est direct pour les entreprises. Les exigences des clients qui ont déjà fait le chemin et qui ont emprunté cette voie de la RSE, qui vont forcément répercuter ça et leurs obligations sur leurs fournisseurs et la chaîne de valeur. La refonte des critères également de notation pour l'accessibilité au crédit, l'accessibilité au financement bancaire, et plus directement pour les entreprises, et je sais qu'ici il y a des directeurs RH et des directrices RH, bien sûr les enjeux d'attractivité, bien sûr les fidélisations des talents, et on va parler aussi avec des partenaires comme EDF, les partenaires de Leader Occitanie, de l'enrôle de l'évolution du prix de l'énergie. Donc ces sujets sont là, ils sont présents pour les entreprises. Comment aller les travailler? C'est justement sur quoi Leader Occitanie, depuis 10 ans, a ce rôle. Aujourd'hui, de pouvoir être à côté à la fois des membres et de ces entreprises qui sont des entreprises innovantes, des entreprises en croissance, mais surtout des entreprises qui sont impliquées fortement sur leur territoire. Leader Occitanie les accompagne évidemment dans cette évolution sociétale. Et cette évolution sociétale, forcément, amène des évolutions dans la stratégie, amène des évolutions dans le développement productif de l'outil. Leader Occitanie les accompagne ses adhérents en fait dans toutes ces évolutions. Nous sommes convaincus également du rôle sociétal de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise est un totem, c'est un catalyseur, c'est peut-être quelque chose qui est le plus immuable aujourd'hui dans la vie des salariés et dans la vie de la société. Évidemment, nous sommes portés par la responsabilité aussi d'accompagner nos entreprises. On leur demande de l'implication territoriale. Et bien, on va les aider à aller chercher justement l'écosystème qui va les aider, qui va les incruster en fait dans cet écosystème territorial. Il était donc naturel pour Leader Occitanie d'aller au-delà. On connaît le fameux CAP de Jalil, on constate son analyse, mais on propose. Et donc Leader Occitanie, sous l'empreinte du président précédent, Julien Féjac, qui s'excuse d'ailleurs aujourd'hui, il n'a pas pu, avec les bouchons qu'il y avait sur bagnole, venir à temps ce soir, c'était de proposer des solutions. Et la solution, en fait, c'était cet accélérateur RSE, qui est le premier en Occitanie, en tout cas à notre connaissance,
Un accélérateur qui est proposé aux entreprises, membres de Leader, mais aussi aux entreprises proches, très proches en fait de notre partenaire de la Caisse d'épargne. Tout type d'entreprise, TPE, PME, ETI, qui peuvent être accompagnés. On va être sur la 2e édition avec la Caisse d'épargne. On en a fait une 1.0, donc c'est la 3e édition. Aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine d'entreprises qui ont été accélérées sur cette thématique. Et forcément, on a à cœur d'améliorer, évidemment, cet accélérateur. Alors, évidemment, je vais penser à Julien Féjac qui n'a pas pu être là, président de DS Group, qui a impulsé cet accélérateur. Michael Lapostole, qui l'a mis, l'ancien secrétaire général, qui l'a mis en musique. Et c'est pas évident quand on parle là d'une feuille blanche. C'était pas évident. Alors la reprise aussi derrière d'Élise Leroy, notre nouvelle secrétaire générale. Élise, merci pour le travail d'accompagnement, en tout cas de lancer cet accélérateur. Et je fais porter cet accélérateur RSE par 2 vice-présidents. Le premier, Julien, et la deuxième, Catherine Huard-Lefin. Catherine, qui vient de Toulouse. Donc on peut dire que des fois c'est un peu plus court, mais là vraiment elle a passé vraiment tous les bouchons pour venir jusque-là. Élise, merci beaucoup d'être présente. Vice-présidente, forcément RSE. Sur le côté inclusion, c'est une entreprise qui a des centaines de salariés et 80% de ces salariés portent un handicap. Des entreprises sur Paris, des entreprises sur Toulouse. Merci en tout cas, Catherine, d'être présent et de porter cette voix de la RSE et de l'inclusion en tout cas. Alors j'allais dire de croyances partagées, c'est un petit peu les mots que j'ai sur ma fiche, car cette aventure c'est aussi une histoire de partenariat. Une histoire de partenariat qui nous est chère chez Leader Occitanie, celui avec la Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon qui a fait le choix, pour notre grand plaisir, de nous faire confiance pour la 2e année consécutive pour mener bien ce programme auprès forcément des clients, comme je l'ai dit, et des adhérents. Merci évidemment à mon prédécesseur, mais merci précieux également à Nathalie Bunker-Grégoire, à côté de moi, qui va vous toucher un mot, également à Philippe Dubois-Dauphin, et l'ensemble des équipes de la Caisse d'épargne qui a soutenu ce projet, qui a fait qu'on a pu voir également cette soirée ce soir sur la première thématique, et que l'aventure continue pour nos entreprises. Au nom de la Caisse d'épargne à Languedoc-Roussillon, je me permets moi aussi de vous souhaiter une très belle année 2024 et bien encore temps ce soir de le faire. Alors moi aussi, je souhaite remercier sincèrement Leader Occitanie, en la personne d'Alexandre Coulet, son président, et Élise Leroy, qui fait un boulot absolument remarquable, et je pense qu'on peut vraiment la saluer. Nous sommes fiers Nous sommes fiers et honorés d'être votre partenaire pour cette 2e édition, un accélérateur RSE qui nous tient fortement à cœur, avec une formule qu'on verra un peu évoluer, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Alors, et là aussi, Alexandre, vous en parliez, effectivement, c'est cette urgence climatique qui nous conduit nécessairement à devoir agir. Agir, bien entendu, à titre personnel, je pense qu'on en est tous bien conscients, mais aussi agir en tant qu'acteur économique. Et pour le coup, voilà, c'est une conviction forte, une conviction que c'est ensemble, les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs bancaires, les acteurs sociaux, et à condition, bien entendu, qu'on ait cette volonté forte de changement, que nous pourrons tendre vers un monde plus responsable, plus respectueux de son environnement, plus durable. C'est une conviction qu'on partage au sein de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, et d'ailleurs les nombreuses personnes, les nombreux collaborateurs de la Caisse ici présents ce soir témoignent bien justement de cet engagement réel. Et d'ailleurs, c'est partagé par l'ensemble des équipes de la Caisse d'épargne. Il faut savoir que notamment cet engagement, on l'a inscrit dans notre plan stratégique, avec cette ambition d'accompagner les transitions environnementales et sociétales. Alors on l'inscrit pour nous-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'acteurs économiques engagés sur notre territoire, nous prenons des engagements pour réduire notre impact, notre empreinte carbone, et avoir un impact vertueux pour notre territoire, mais c'est un engagement aussi envers nos clients et l'ensemble de nos clientèles. Alors là aussi, on a une autre conviction, et moi je la porte très très fort, j'en suis intimement convaincue, c'est que la RSE, ce sera le pilier de la croissance durable. C'est pas un vain mot de se dire ça. Pilier de la croissance durable. Et d'ores et déjà, on le voit auprès de nos clientèles, on a déjà de nouveaux modèles économiques qui commencent à émerger et qui intègrent pleinement justement l'extra-financier dans leur organisation. Alors je serais tentée de dire, pour tous les chefs d'entreprise,
entreprise, pourquoi faire le choix de la RSE dans votre stratégie? Au moins pour 3 bonnes réponses. Tout d'abord parce que c'est une demande forte des clients, des collaborateurs, des fournisseurs, des investisseurs qui veulent des pratiques exemplaires en matière de RSE. C'est aussi la nécessité aujourd'hui de réorienter peut-être les investissements et de facto les financements pour contribuer à une économie encore une fois plus durable et plus respectueuse de son environnement, et parce que simplement derrière aussi, il y a un sujet de notoriété, il y a un sujet de réputation, et il y a un sujet d'attractivité. Et puis troisièmement, parce qu'il va falloir aussi répondre, Alexandre en parlait, il va falloir aussi répondre à de nouvelles normes, de normes qui vont positionner des indicateurs extra-financiers, des indicateurs liés à l'environnement, liés à la gouvernance, liés à la société. Alors pour tout ça, effectivement, il nous appartient d'accompagner nos clients, parce que la Caisse d'épargne d'Entrepricillon, c'est une entreprise inclusive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne s'inscrit pas du tout dans une logique d'exclusion. Pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner nos clients, toutes nos clientèles. Et on va les accompagner d'abord par de la proactivité dans nos conseils, par de la proposition concrète en matière de financement à la fois des transitions environnementales, écologiques, donc des sujets de mobilité, des sujets bien entendu de rénovation énergétique, etc. Mais aussi en apportant justement ce supplément d'âme, je serais tentée de dire, c'est-à-dire en leur apportant véritablement de l'accompagnement par des partenariats qui se veulent solides. Et ce partenariat, pour moi, est parfaitement incarné par Leader Occitanie, dont l'action véritablement se porte volontaire pour faire encore une fois de ce monde un monde plus durable, plus responsable, plus écologique. C'est ce qu'on va se souhaiter. Et je pense qu'effectivement, les entreprises qui ont fait l'expérience du premier accélérateur, la première promotion, pourront témoigner de la portée de ce qu'ils y ont appris, de ce qu'ils ont pu prendre justement en termes de valeur ajoutée. Et on souhaite bien entendu que cette deuxième promotion puisse en profiter tout aussi pleinement. Je vous souhaite une très belle soirée. Parmi les accélérateurs, on doit avoir un slide qui doit tourner par rapport à ça. Il y a DINEF, il y a SDTech, il y a Axia, il y a Arcita, il y a Cast Industrie, il y a Innotech, Promeo, Solatrag, SD Group également, qui ont été portés et plein d'autres. On les a accompagnés de l'inspiration jusqu'au plan d'action, chiffré, daté, pour aller vers la labellisation et jusqu'au reporting de la RSE. Occasion unique de partager forcément un esprit de promo que j'ai souhaité créer avec ces acteurs qui ont besoin de continuer à promouvoir la RSE et justement entre pairs, se motiver, se donner les freins, dire voilà les bonnes pratiques et se dire voilà moi j'ai plutôt travaillé sur ça, moi plutôt sur ça parce que c'est un secteur que je connais. L'accélérateur c'est évidemment du contenu, c'est évidemment de la formation, c'est de la montée en compétences collective grâce à des experts. On a voulu des experts territoriaux ici d'Occitanie qui portent ce projet avec nous de l'accélérateur RSE. Mais aussi ce que l'on tient à faire, il ne faut pas que ce soit que du collectif, il faut qu'il y ait de l'individuel dans l'entreprise. On va venir chez vous, dans les entreprises en fait, pour voir exactement vos pratiques, les problématiques et les enjeux qui sont propres à votre secteur. Voilà, c'est pas quelque chose de généraliste, c'est quelque chose de pointu, fait pour vous développer autour de la thématique de la RSE. On a eu forcément des retours, et on va en avoir quelques-uns qui vont témoigner tout à l'heure. C'est des entreprises qui ont participé, qui ont été, ma foi, satisfaits de ces deux programmes et sur lesquels on va continuer à progresser et à continuer à accompagner. Donc, à ce titre, et je vais demander à monter sur scène, j'ai le plaisir d'accueillir, que j'ai pu voir tout à l'heure, Yann Raffin et Christophe Meruès, qui ont accepté de témoigner, venir ici. Voilà. De témoigner de leur expérience, le fameux, ce qu'on appelle le rétex sur la promotion 2023. Mettez-vous là-bas. En tant que participant de la promotion 2023 de notre accélérateur, Yann, peux-tu nous partager ou partager à la salle en fait ton expérience et ton retour d'expérience par rapport à cette promotion? Bonsoir à tous. Merci Alexandre. Donc vous l'évoquiez, Groupe DINEF, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire de 850 salariés, avec des implantations sur tout le territoire français. Nous sommes également en Espagne. Nous avons 65 ans d'expérience. Notre domaine d'expertise, c'est le stockage, la distribution et désormais la production d'énergie. Dans ce contexte, pourquoi
quand et comment le groupe d'INEF s'est lancé dans cette démarche RSE. Donc en fait, j'ai construit mon témoignage autour du champ lexical du voyage, car après 2 ans de maturité, on a le sentiment que le chemin est encore long et que pour autant, la destination sera belle. Tout d'abord, il fallait une volonté. Comment créer, déployer et faire progresser notre embryon, puis notre projet RSE. C'est en ces termes, en janvier 2022, que les premières pierres RSE du groupe d'INEF ont été posées par notre directeur général Emmanuel Rieu. Il fallait ensuite une adhésion. L'ensemble du comité de direction a pu s'exprimer et collégialement, nous avons décidé d'y aller. À ce moment bien précis, nous avions le cap, nous avions l'équipe, et il fallait une organisation pour que tout le monde rame dans le même sens. C'est là que j'interviens. Il faut aussi parfois des vents favorables. En février 2023, nous avons eu l'opportunité d'intégrer cet accélérateur RSE. J'ai choisi quelques mots qui, pour moi, illustrent cet accélérateur. La boussole, tout d'abord. En RSE, l'on parle d'enjeux sociaux, enjeux environnementaux. On parle aussi de responsabilité d'entreprise, en interne, en externe. Le risque de partir dans tous les sens est fort. Grâce à des partages de méthodes, des cas pratiques, des ateliers, nous avons, je crois, pu avancer dans la bonne direction. J'ai ensuite choisi le mot équipage. Tous les participants de la promo 2023, nous n'étions pas des experts RSE. On avait par ailleurs d'autres missions liées à nos métiers. On s'est demandé parfois qu'est-ce qu'on faisait là. Et finalement, quand on se rend compte qu'on n'est pas seul dans le bateau et qu'on vit les mêmes difficultés, qu'on voit les mêmes écueils, et ce qu'on les surmonte, comment on va les surmonter, eh bien c'est très motivant. Enfin, j'ai choisi le mot territoire. Partager notre expérience avec des entreprises locales et côtoyer des acteurs de l'Occitanie, nous avons à l'échelle du groupe d'INEF le sentiment d'être utile pour le développement local. Cet accélérateur se termine désormais pour moi. Je salue et espère garder contact avec l'ensemble de mes homologues de la promo 2023. Je souhaite une bonne route à la promo 2024. Enfin, je tenais à remercier Leader Occitanie, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, d'avoir accepté la participation du groupe d'INEF, mais également Emmanuel Rieu, notre directeur général, Anne-Bérangère Petot, notre directrice des ressources humaines, et Pierre-Christophe Larocque, absent ce soir, notre directeur financier, pour leur engagement sans faille dans notre démarche RSE. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Voilà, l'explication vraiment de toutes les strates de l'entreprise est importante quand on passe sur un accélérateur comme celui-là. Il faut vraiment embarquer tout le monde. Christophe Merluès, entreprise Seven Tech, installée à Do, dans le Gard, à côté d'Alès, entreprise créée en 2012, qui fabrique des machines spéciales, des bandes d'essai sur mesure également pour l'aéronautique, l'industrie automobile, la santé, qui travaille sur 4 continents. Christophe, toi aussi, tu as fait partie de cette promotion-là. Est-ce que tu peux nous faire aussi ton retour par rapport, voilà, vous avez des entreprises totalement différentes et finalement qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer, certainement, et là vous vous êtes finalement rencontrés sur un accélérateur avec des thématiques peut-être qu'on accroché entre vous. Est-ce que tu peux nous en faire ce témoignage? Oui, bonsoir à toutes et à tous, pardon. Merci pour me donner cette parole. Alors, en effet, nous, on était un peu différents par rapport à DINEF, qui était beaucoup plus avancé sur la démarche. La vraie question, c'est pourquoi on est venu faire cet accélérateur RSE. Au départ, il y avait des convictions personnelles. Moi, je pense que notre engagement de dirigeant fait qu'on est obligé aussi de prendre en compte les valeurs sociétales et surtout environnementales. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi Seven Tech, finalement, qui est dans l'industrie, qui fabrique de la machine spéciale pour produire des biens qui sont parfois, on peut se poser la question de leur utilité. Il y avait d'autres questions qui se sont posées autour de ça. Donc, il y avait, on l'a évoqué tout à l'heure, des notions de sens pour nos salariés. Et ça, je pense que suite au Covid, beaucoup de nos salariés se sont posé la question à quoi ils servaient, quoi leur action au quotidien avait du sens. Donc ça, c'était un point important.
Une troisième raison était, et on l'a évoqué aussi, on s'est aperçu à partir de 2022, nous on reçoit régulièrement des cahiers des charges et surtout des questionnaires qualité, et jusqu'à présent, nos clients n'évoquaient pas la grandeur sociétale et RSE, et de plus en plus, maintenant dans ces questionnaires, on voit ces notions apparaître. Alors aujourd'hui, nous, contrairement à l'INEF ou d'autres sociétés qui font partie du groupe, il y avait déjà des cotations et des implications directement sur les cahiers des charges et l'affectation des projets. Nous, ce n'est pas encore le cas. Par contre, on s'est posé la question, on s'est dit, ben, voilà, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous? Donc c'était une autre réflexion. Et au final, bon, quand j'en ai discuté avec mes salariés, ils se sont dit, mais il va où? C'est quoi cette idée de partir dans la RSE? Ils ne comprenaient pas trop. Donc moi j'ai saisi l'opportunité de l'accélérateur parce que je ne me voyais pas porter tout seul cette mission, entre guillemets. Et le fait de le faire à travers un groupe avec des experts qui allaient nous structurer la démarche, nous apporter de la méthodologie et aussi nous donner de la vision vers quoi on devait aller était intéressant. Donc j'ai souhaité aussi, dans tout ce qu'on a fait, impliquer tous les salariés. Donc ça a été intéressant, alors pas forcément sur tous nos groupes lorsqu'on est intervenu ici, mais certains sont venus avec nous pour participer aux réunions. Mais on a été accompagné par une société qui est venue en interne dans nos sociétés, on a travaillé sur le sens qu'on voulait donner à notre action et quels étaient les points stratégiques qui allaient nous différencier par rapport à nos concurrents. Et de tout ça, on en est sorti. Il y a quelque chose qui est sorti que j'avais déjà en tête, c'était de travailler sur l'éco-conception. Vous allez me dire, c'est quoi l'éco-conception, à quoi ça sert dans les machines? Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous est demandé, mais je vous ai évoqué ça à travers deux exemples ou trois exemples précis. Quand on conçoit une machine, jusqu'à présent, on n'a pas de contrainte, nous, d'éco-conception. On ne nous demande pas de recycler, on ne nous demande pas de voir la consommation de nos machines, on n'a aucune demande de ce type-là. Maintenant, lorsque vous faites un mouvement d'une pièce A vers une pièce B, vous pouvez le faire de différentes façons. Aller très vite, on va très vite, on gagne du temps, mais ça consomme. Et si on commence à réfléchir, on peut très bien faire le même mouvement et qu'il soit toujours dans le cycle de la machine, avec une phase d'accélération, une phase de stabilisation et de décélération. Et si ça, on le multiplie sur le nombre de mouvements, sur le nombre de machines, on fait des gains énormes en termes d'énergie. Et d'ailleurs, ça nous a donné un peu raison. Valeo, pour ne pas les citer, sont en train de faire des analyses sur leurs machines pour voir là où les machines consomment et où on peut faire des économies. Et notamment, ils ont constaté que les économies étaient lorsque les machines ne tournaient pas, bizarrement. Mais ça paraît bizarre, mais c'est ça. Donc nous, ça nous renforce dans cette vision. Et dans ce qu'on a mis en œuvre avec nos salariés, et là, ça m'a fait plaisir, en fait. Je pense à ma acheteuse qui, à un moment, m'a dit, mais finalement, on achète au quotidien du matériel, donc on fait des achats par les projets, et tous les jours, on a des livraisons. On n'a pas besoin d'en avoir tous les jours. On peut les recevoir que le vendredi, par exemple. Je dis oui, ça c'est une bonne idée. Donc, un gain économique, parce qu'on peut travailler sur les frais de port. Un gain de stockage aussi, on stocke moins de matériel où on n'a pas à faire de la réception tous les jours. Et notre fournisseur, lui aussi, il est gagnant. Et forcément, si on fait un bilan carbone dans ce qu'on a à analyser, demain, ça sera intéressant pour nous. Et le troisième exemple, qui est aussi un exemple vécu, on est en train de revamper une machine pour un de nos clients, je ne vais pas le citer, mais je pourrais, qui jusqu'à présent, donc cette machine est à reconcevoir complètement. Jusqu'à présent, les machines anciennes, on les prenait, on les jetait. On leur a demandé, c'est plutôt mes chefs de projet, on dit on souhaiterait récupérer les anciennes machines pour récupérer les composants neuves et exploiter ces composants. Mais forcément, ils ont été d'accord parce que eux aussi, ça rentre dans leur politique. Voilà. Donc, globalement, je dirais que cet accélérateur nous a permis de structurer notre démarche, de commencer à faire passer les messages de l'entreprise et aussi de nous différencier par rapport à notre proposition et ce qu'on va faire demain. Voilà. Donc moi aussi, je remercie forcément le leader de nous avoir accueillis.
Et puis la promotion, parce qu'on pourrait se faire porte-parole de la promotion, il y a de très beaux projets, je pense à des sociétés qui m'ont inspiré aussi dans ce qu'ils font, et sur lesquels on va, j'espère, s'appuyer pour continuer à progresser. Merci à tous. Merci, évidemment, merci infiniment en tout cas pour vos témoignages. Merci. Oui. Effectivement, merci beaucoup Christophe, merci Yann pour vos contributions. C'est grâce à ces retours d'expérience qu'on a pu construire ce programme de la deuxième promotion. Un programme qu'on a voulu encore plus riche, un programme qu'on a voulu encore plus complet. Et donc on y a apporté effectivement quelques petites modifications, encore une fois grâce au retour d'expérience des premières entreprises de la première promotion. Alors dans les évolutions majeures qu'on va mettre en œuvre, la première chose qui nous semblait importante, c'était justement de revenir encore plus localement. Et donc on a cherché à trouver des prestats, des partenaires, des experts de la thématique locaux. Donc ça c'est la première modification, c'est qu'on a cherché plus de proximité avec nos experts et encore plus d'efficacité. Donc ce sont vraiment des experts Made in Occitanie qui accompagneront cette deuxième promotion. Deuxième changement assez majeur aussi, c'est qu'on a voulu un accompagnement encore plus personnalisé. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien vu dans cette première promotion, et Alexandre le rappelait, on a toute typologie d'entreprise, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Et pour le coup, il faut peut-être mieux tenir compte des enjeux des uns et des autres. Donc voilà, davantage d'accompagnement personnalisé pour tenir compte de ça. Et troisième chose, ce qui est important, et ça n'a pas changé, mais il faut que ce soit porté d'abord au plus haut niveau de l'entreprise. Et à me rappeler, effectivement, il faut déjà, au niveau du dirigeant, vous le disiez aussi, voilà, le dirigeant doit porter cette conviction. Mais pour que ce soit pleinement efficace, il faut que ce soit opérationnel, et donc naturellement, il faut qu'au sein de l'entreprise, il y ait des gens qui puissent l'appliquer dans leur quotidien, dans leur job. Et donc on a souhaité, en fait, en plus du dirigeant, de permettre à deux collaborateurs de l'entreprise de bénéficier du dispositif. Donc on a élargi le périmètre. Voilà les changements qui sont assez quand même structurants, je pense, qui vont faire en sorte que cette deuxième promotion soit encore plus satisfaite. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment l'ambition qu'on se fixe avec Leader Occitanie. Merci de le rappeler effectivement, Alexandre. C'est quelque chose que nous portons avec beaucoup de conviction et d'engagement. Il y a ce soutien financier, parce qu'il est important, de Leader Occitanie, la Caisse d'épargne de caution qui contribue aussi à son financement, et comme le rappelait aussi Alexandre, avec les OPCO, qui permet au bout du compte d'en faire un investissement extrêmement profitable et au final assez peu coûteux pour l'entreprise. Je pense que c'est important de le rappeler. On va peut-être pouvoir présenter les entreprises de la deuxième promotion. Alors, on a le plaisir d'accueillir dans cette deuxième promotion la société AEC Énergie et Services. C'est une PME alésienne. AEC Énergie Services est spécialisée dans l'électricité industrielle, haute et basse tension. Fondée par Elisabeth et Frédéric Guillou, elle propose des solutions techniques spécifiques, notamment dans les domaines de l'industrie pétrolière, de l'extraction minière et plus généralement des secteurs de l'énergie. Nous avons ensuite la société Aquarella, qui est un gestionnaire de résidences-services seniors, et ce depuis plus de 25 ans. Aquarella a été fondée en 1992. C'est un acteur pionnier en France dans la gestion des RSS et exploite 100% des projets de RSS en développement, notamment avec notre entreprise qui fera partie de cette promotion, qui est la société Unity. Aquarella dispose aujourd'hui d'un parc de 11 établissements et vise à échéance 2025 25 établissements qui représenteront 2600 logements. Nous avons également le plaisir d'accueillir la société Domaine du Lazaret. Je suis certaine que vous connaissez, c'est extrêmement connu dans toute la région justement. C'est une structure qui est connue pour la qualité de son accueil touristique. Le Domaine du Lazaret a été créé en 1865. C'est le plus ancien village vacances de France, avec la particularité d'être géré par une association de loi de 1901, complexe touristique incontournable, je pense, du patrimoine sétois, aujourd'hui dirigé par Michel Martineau. Nous avons également le plaisir d'accueillir la famille Dexia, partie du groupe CFPC, un groupe dont l'activité à la base était plutôt une activité immobilière. Et ça va vous surprendre,
parce que la famille Dexia est aussi un domaine viticole significatif, puisqu'ils exploitent 250 hectares de vignes, dont 110 hectares ont été replantés entre 2015 et 2022, ce qui signifie qu'on a affaire à un vignoble qui est relativement jeune, mais avec cette particularité d'avoir fait le choix affirmé du bio, et avec aujourd'hui des certifications qui ont été obtenues. Et c'est représenté par sa présidente Anne Bess. Nous accueillons également la société STR, dirigée par Gaël Cambon. STR œuvre dans l'intégration des réseaux informatiques et télécoms. C'est une entreprise qui est située à Saint-Privat, Saint-Privat-les-Vieux, près d'Alès, TPE qui a pour objet l'accompagnement des entreprises dans leur stratégie autour de leur système d'information. Nous avons également le plaisir d'accueillir Unity. Unity a été créé en 2012. Le groupe Unity est un promoteur immobilier spécialisé dans le logement social. C'est un ensemble qui compte aujourd'hui plus de 50 de collaborateurs. C'est plus de 2000 logements qui ont été livrés, 7 agences régionales en France, et en préparation, en production, on va dire, il y a aujourd'hui 7500 logements. Je pense que c'est important de le signaler, puisque cette thématique du logement est ô combien importante, et on en parle tellement sur notre territoire. Nous accueillons également la société Urbanis, créée en 1979 à Nîmes. Urbanis élabore et anime des opérations de requalification de l'habitat privé en France métropolitaine. Des structures privées de conseil en habitat, Urbanis regroupe près de 450 intervenants répartis sur 12 agences régionales. Et clairement, Urbanis a installé la RSE déjà dans sa stratégie, puisque c'est au cœur justement de leur activité, avec des activités résolument tournées vers l'humain et l'habitat responsable. Et enfin, nous accueillons la société Vastia. Vastia est là aussi un groupe familial et régional en activité depuis bientôt 30 ans. Un groupe qui se définit comme un promoteur immobilier nouvelle génération. 3 grands axes guident sa démarche RSE: la préservation de la biodiversité, devenir un acteur d'une ville durable et cultiver l'immobilier et la construction hors site, et cultiver son engagement au quotidien, Une particularité du groupe, c'est son souhait donc de devenir un acteur incontournable de l'immobilier et de la construction hors site, au travers notamment de l'investissement qu'ils ont réalisé dans WBI. WBI est une usine aujourd'hui de construction hors site industrialisée qui fabrique des bâtiments ossature bois. Territoire d'Alès également. Voilà donc tous les noms des entreprises de cette deuxième promotion. On leur souhaite bien pleine réussite, bien sûr, qu'ils prennent le maximum de cette expérience, de partage d'expérience aussi. Encore une fois, pour nous, c'est une grande fierté que de pouvoir les accompagner dans leur stratégie RSE, et on leur souhaite effectivement de contribuer pleinement à un monde plus durable, plus responsable et plus écologique. Très belle soirée. Il y a des entreprises qui sont présentes dans la salle et qui veulent être parmi cette session d'accélérateur RSE. N'hésitez pas à venir voir Élise tout à l'heure pour leur faire part de votre candidature. Donc voilà, on a coupé le ruban de cet accélérateur promotion 2024. Donc cette soirée on va lancer du coup cette soirée, Nathalie, si vous le voulez bien. Et donc on va être sur le premier module. Ici, ce soir, le premier module de l'accélérateur RSE, nous l'avons intitulé « S'inspirer ». Ce soir, nous allons prendre l'inspiration, justement, auprès de François Gemène, co-auteur du 6e rapport du GIEC, pour le présenter, chercheur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po, également à la Sorbonne. François Gemène nous éclairera sur l'état de notre terre et entreprise. Mieux connaître son impact pour mieux la maîtriser. Mais avant cela, et en le remerciant infiniment d'avoir fait le voyage jusqu'ici en TGV, avant cela, je souhaitais donner la parole au vice-président de la région Occitanie, Gianni Benabila, en charge de l'économie, de l'emploi, de l'innovation et de la réindustrialisation. Merci, cher Alexandre, cher Nathalie, cher François. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être très court parce que presque tout a été dit sur l'importance
non seulement de la RSE, de l'accélérateur, mais de l'importance de l'économie à impact. Quasiment tout a été dit, c'est que j'ai bien écouté ton propos introductif et celui de Nathalie, et donc vous avez balayé l'ensemble de ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Donc nous devons aller vers la nécessaire transformation de nos modèles économiques pour avoir un impact positif sur nos environnements. Alors, je vais plutôt dire ce que fait la région pour accompagner cette nécessaire transformation. D'abord, la stratégie régionale de la région économique, c'est basé sur la nécessaire transformation des modèles économiques et la nécessaire transition écologique. Ça se traduit par des outils concrets comme l'Impact Score qui a été mis à disposition de l'ensemble des entreprises et qui est un dispositif facile, gratuit, très agile, puisqu'il s'adapte aux entreprises de petite taille et puis il y a une version un peu plus élaborée pour les entreprises de moyenne taille et de grande taille. C'est gratuit et sur l'ensemble du mouvement Impact France, sachez-le, plus de 70% des utilisateurs de cet outil sont en Occitanie. Ce qui montre la dynamique aussi régionale des entreprises et des acteurs économiques qui sont concernés, impliqués, qui utilisent pour évaluer leur niveau de maturité en termes d'impact et de responsabilité sociétale et environnementale, mais aussi pour voir quelles sont les pistes de progrès. Au-delà de ça, nous vous préparons, et je suis désolé d'être un peu discret sur ça, un parcours de transformation des entreprises. Et évidemment, nous ne pouvons pas continuer juste à faire le diagnostic. Ensuite, on doit vous donner les outils, les moyens et les formations, mais aussi l'accompagnement par les professionnels de la nécessaire transition écologique, sociétale et technologique et numérique. Donc il y aura un parcours de transformation, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que je vais le présenter en commission permanente le 1er mars prochain, et donc je laisse la priorité aux élus qui doivent voter cela. Et une fois que c'est voté, je viendrai expliquer à tous les acteurs économiques que vous êtes concrètement ce que c'est ce parcours de transformation. On parle aujourd'hui d'un accélérateur RSE, mais on a aussi deux autres accélérateurs, vous le savez, un accélérateur de croissance avec PPI, dont le leader d'ailleurs a été la version 0, on a été la version première pour montrer à la région Occitanie, que je représente aujourd'hui avec plaisir et avec honneur, que c'était utile. Et aujourd'hui, il y a eu donc la troisième, on va dire, génération, ou en tout cas promotion de cette. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, à Toulouse, à la Cité de l'Innovation de Toulouse, on a lancé un troisième accélérateur région PPI, celui de l'international, en partenariat avec BPI, avec la Chambre de commerce et d'industrie Occitanie, avec un certain nombre de partenaires. Donc là aussi, c'est une innovation, et donc on est, je crois, la région qui a le plus d'accélérateurs pour pouvoir accompagner l'entreprise sur tous les items de son développement, évidemment l'impact, mais aussi l'accélération, la croissance, et puis l'internationalisation. Donc on continue à soutenir cela. Je vais aussi vous dire une chose, c'est qu'on a engagé avec la présidente Caro Delga une tournée des départements pour le parcours de transformation, pour expliquer notre politique justement en proximité avec les territoires. Donc bien sûr, il y a les entreprises, mais il y a aussi tous les institutionnels, tous les partenaires, ce qu'on appelle le PAC Occitanie, avec évidemment les consulaires, avec un certain nombre de partenaires. Et cette tournée, je la démarre le 6 février prochain dans le Gers. Je fais les 13 départements et sous un format simple, de 18h à 19h, on discute de l'actualité économique, et on est dans le dur, donc, avec les entreprises sur leurs besoins, leurs attentes, et ce qu'on a prévu et comment on va accompagner cela. De 19h à 20h, on parle transformation de nos modèles économiques sur la base des 3 critères qui ont été identifiés: transformation écologique, transformation technologique qui inclut le numérique, et la transformation sociale ou sociétale, évidemment, qui inclut tous les autres aspects de lutte contre les discriminations, d'inclusion, d'égalité femmes-hommes, de partage de la valeur, enfin voilà, tout ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Donc, la tournée commence le 6 février, et donc on viendra dans tous les départements, et je vous incite donc à participer, à vous inscrire à ces séquences-là pour qu'on puisse débattre et échanger. Et enfin, juste pour peut-être vous connaissiez, je profite aussi de cette occasion, je ne sais pas si Alice Robert est là, oui, voilà, je vous invite, donc Alice Robert remplace mon chargé de mission Yann Janssen, que vous connaissiez bien. Donc désormais, si vous voulez voilà, nous contacter, en tout cas pour proposer des idées ou des projets ou quoi que ce soit, c'est Alice Robert qui va être en charge du suivi de tous ces projets et de continuer le travail qu'a engagé Yann Janssen auprès de vous. Merci en tout cas à Leader pour l'invitation. Vous êtes ici dans la Cité de l'économie et des métiers de demain. Nous sommes déjà ici en train de construire le futur.
Et c'est André Malraux qui a dit le passé est un présent que nous offre l'avenir, ou l'avenir est un présent que nous offre le passé. L'avenir est un présent que nous offre le passé. Il faut qu'on s'appuie sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a construit, sur ce qu'on est, sur nos valeurs, pour pouvoir construire un avenir, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc le futur est un présent que nous offre le passé. Je vais le mettre dans l'ordre. Donc c'est un vrai ordre. Le futur est un présent que nous offre le passé. Je veux qu'on s'appuie sur nos valeurs, sur ce qu'on est, sur nos identités, sur nos points forts pour pouvoir construire le futur. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec cet accélérateur. Merci à toutes et à tous. Et en tout cas pour être écouté, je suis ravi d'accueillir avec vous aujourd'hui ce soir et d'écouter à nouveau François Gémen. J'ai eu le plaisir d'accueillir aussi dans le Lot. On a eu une présentation extraordinaire, mais aussi un débat qui était passionnant et qui avait mis le niveau très très haut, qui nous a obligés de nous sublimer, d'aller chercher, de puiser très fort. En tout cas, j'aime la façon dont il présente l'engagement et la nécessaire transformation écologique, et donc je suis ravi de l'écouter à nouveau ce soir. Merci beaucoup. Merci. François, je vous laisse le témoin pour justement nous expliquer un petit peu cet impact d'environnement. Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci pour votre accueil. Ce soir, c'est toujours un plaisir de revenir en Occitanie. J'essaie de venir aussi souvent que je le peux, et c'est évidemment toujours un plaisir. Et effectivement, si vous êtes là ce soir, c'est parce que, évidemment, vous êtes convaincus de l'importance de la RSE pour les entreprises. Je partage tout à fait ce qui a été dit en ouverture. Je crois également que la RSE dans l'économie du XXIe siècle sera véritablement le pilier et aussi le moteur du développement des entreprises. Pendant très longtemps, et je dirais jusqu'au début des années 70, grosso modo jusqu'à la séparation des Beatles, nous avons été complètement aveugles aux impacts environnementaux, climatiques, de nos activités économiques et industrielles. C'est dans les années 50 et 60 que véritablement la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre est partie en flèche, et il faudra attendre une accumulation d'événements vers la fin des années 60 et le début des années 70 pour que d'un coup on réalise que nous n'allions pas pouvoir continuer comme cela en étant complètement aveugles à l'impact environnemental de nos activités. Le premier de ces événements, c'est sans doute, évidemment, et on l'oublie trop souvent, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin posent le pied sur la Lune, ils vont évidemment faire un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, mais surtout ils vont prendre des photos. Et aujourd'hui, on est évidemment habitué à voir des photos de la Terre prises depuis l'espace, mais à l'époque où les photos sont prises, en 1969, c'est encore une nouveauté pour la plupart des gens. Et la plupart des gens sont stupéfaits de voir que la Terre sur laquelle ils habitent, et qui leur paraît immense et quasiment infinie, est en réalité un tout petit point bleu au milieu du noir. Et que cette terre sur laquelle ils habitent leur paraît, vue de la Lune, complètement minuscule, très fragile et perdue au milieu d'une immensité de noir. C'est à partir de ce moment-là qu'on réalise que véritablement nous n'avons qu'une seule planète et qu'il va falloir en prendre soin. Et puis, on va avoir, je dirais, une sorte d'accumulation de mauvaises nouvelles. D'abord, le rapport Meadows en 72, commandé par le Club de Rome, qui va commencer à dire attention, parce que si on est toujours dans cette logique de croissance économique et démographique infinie, on va se heurter d'un coup aux limites de la planète, et donc il va falloir qu'on repense un peu la manière dont on envisage les choses. Il va y avoir, l'année d'après, le premier choc pétrolier qui va sonner comme une confirmation empirique de, je dirais, du fait que, à l'évidence, nos activités ont un impact environnemental certain. Et puis, bien entendu, il va y avoir la séparation des Beatles. Je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui
d'en attribuer la faute à la méchante Yoko Ono qui aurait attiré Lennon loin de McCartney. La réalité, je crois, c'est que les Beatles se rendent compte qu'on arrive simplement au terme d'une période et que la période qui s'ouvre ne colle plus du tout avec leur musique légère. Et on voit très bien, d'ailleurs, en regardant l'évolution de leur discographie, comme on passe d'une certaine forme de naïveté et d'insouciance dans Love Me Do ou I Wanna Hold Your Hand à des chansons qui vont devenir beaucoup plus graves et beaucoup plus sérieuses quand on arrive sur Let It Be ou The Long and Winding Road. Et inévitablement, arrive un moment donné où on se rend compte que la récréation est terminée et qu'il va falloir passer à autre chose et donc intégrer la question de la gestion de l'environnement à la fois dans nos politiques publiques mais également dans nos activités économiques et industrielles. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à organiser les premiers sommets internationaux sur l'environnement, avec notamment la conférence de Stockholm en 1972. C'est à partir de ce moment-là qu'on crée les premiers ministères, les premières agences de protection de l'environnement. En France, en 1971, secrétariat d'État à la culture et à l'environnement. Vous voyez qu'on n'a pas attendu Amélie Oudéa Castéra pour mettre ensemble deux domaines qui parfois semblaient un peu éloignés l'un de l'autre. Et surtout, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence véritablement à se tracasser de la manière dont nous allons pouvoir intégrer dans nos stratégies économiques et industrielles la manière dont nous allons concevoir la responsabilité des entreprises par rapport à leur impact social, par rapport à leur impact environnemental. Et c'est ainsi que va commencer peu à peu la RSE, qui, vous le savez, parfois pendant longtemps va être considérée un peu comme une annexe, comme une sorte de petite chapelle sur le côté, presque comme une sorte de fondation d'entreprise. Et ce n'est que récemment que l'on se rend compte qu'en réalité, ce qu'on considérait jadis comme une activité un peu annexe de l'entreprise va devenir absolument central. Parce qu'une entreprise, c'est aussi évidemment un des premiers lieux où les gens travaillent ensemble, font des choses, et parce que l'entreprise possède d'immenses leviers pour la transition. Et c'est de cela en particulier que je voudrais vous parler ce soir. Et on voit évidemment l'importance croissante que va prendre la RSE, ne serait-ce que parce que à partir de cette année, vous le savez, les plus grosses entreprises et puis les entreprises de taille intermédiaire vont devoir désormais faire rapport de leurs résultats en matière de RSE et que donc on va juger la performance d'une entreprise non seulement à l'aune de ses résultats financiers, mais aussi à l'aune de ses résultats en matière de RSE. Vous savez très bien que la prochaine étape, ça sera l'alignement des rémunérations des dirigeants, non seulement sur les performances financières de l'entreprise, mais également sur ses performances en matière de RSE. Et tout cela va concourir évidemment à placer la RSE au centre de l'activité de l'entreprise. Et je pense que ça donne aussi à l'entreprise une autre dimension dans ce qu'elle peut jouer dans la vie de la cité en général, et ça me paraît très important également. D'abord, 3 points de physique du climat, et je ne vais pas vous faire ce soir un long cours de physique du climat, mais 3 points de physique du climat qui me semblent très importants parce que souvent ils sont mal compris et ils risquent de mal orienter notre activité en matière d'action climatique et de RSE. La conséquence de notre aveuglement des années 50 et 60, de l'après-guerre, c'est évidemment que nous connaissons depuis une dizaine d'années en Europe et depuis bien plus longtemps encore dans les pays du Sud, les impacts du changement climatique. 7 Français sur 10 déclarent aujourd'hui ressentir dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, les impacts du changement climatique. Et pourtant, il me semble que nous n'avons pas encore pris la pleine mesure du caractère structurel du phénomène que nous vivions. Je suis très frappé du fait que chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, par exemple, je reçois des appels des chaînes de radio et de télévision. Ils disent « Professeur, est-ce que vous voulez bien venir commenter à l'antenne ce nouveau record de température ?» Et je leur dis « Écoutez, je comprends
votre modèle économique, je comprends que vous ayez du temps d'antenne à remplir, je comprends que vous n'avez pas suffisamment de moyens que pour envoyer des journalistes sur le terrain et que donc il faut des émissions de plateau avec des gens qui parlent toute la journée, et je veux bien vous rendre un peu service, mais si vous devez m'avoir à l'antenne chaque fois qu'un nouveau record de température est battu, vous allez finir par m'avoir à l'antenne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien dans votre modèle économique. Et je crois que c'est la preuve du fait que nous avons encore tendance à considérer chaque manifestation des effets du changement climatique comme un phénomène exceptionnel. On va parler de température hors norme, on va parler d'un été anormal, on va parler de température exceptionnelle, comme si au fond, on n'avait pas encore pris la mesure du fait qu'on était face à un phénomène structurel et qu'en réalité, nous ne devrions pas parler de température anormale ou hors norme, parce qu'en réalité, la norme, elle se trouve devant nous et pas derrière nous. Et d'ailleurs, on a encore volontiers tendance à parler de crise climatique. Comme si nous étions face à une période certes difficile, mais temporaire, avant un retour à la normale. Et je crois que ce qui est très difficile, mais pourtant très important d'entendre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Que de notre vivant, nous allons continuer à assister à une hausse continue des températures, et que l'enjeu, ça va être de limiter cette hausse autant que possible. Mais très clairement, et je répète, je suis conscient que c'est difficile à entendre, mais de votre vivant, sauf si certains ici sont nés au XXIe siècle, a priori je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, de notre vivant, nous ne connaîtrons pas de baisse des températures. Et j'expliquerai dans un instant pourquoi. Mais donc ça veut dire que nous devons absolument considérer que le changement climatique est une transformation profonde et durable des conditions de vie sur Terre, qui va impliquer en retour une transformation profonde et durable de la manière dont nous allons envisager l'activité économique et partant l'organisation de la cité. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la crise du Covid, il y avait pas mal de gens qui, dans les tribunes des journaux, sur les réseaux sociaux, disaient « Enfin, comment est-ce possible que face au Covid, on soit prêt à prendre des mesures extraordinairement contraignantes, extraordinairement coûteuses, tout à fait drastiques et radicales, alors que, par rapport au changement climatique, on n'a pas l'air d'être prêt à prendre le même type de mesures. » Et ces commentateurs concluaient souvent, et à mon sens beaucoup trop rapidement, que ce qui expliquait la différence entre les deux, c'est qu'on prenait le changement climatique moins au sérieux. Comme si on considérait le changement climatique comme un problème de moindre importance ou de moindre gravité. Je pense qu'en réalité, la réponse à leur interrogation, c'était tout simplement qu'on était face à deux problèmes de nature fondamentalement différente. Et que ce qui faisait que les gens ont accepté bon gré, mal gré, les mesures de lutte contre le Covid, aussi contraignantes qu'elles aient pu être, c'est que les gens savaient évidemment que c'était des mesures temporaires et que ces mesures étaient la condition d'un retour à la normale. Si vous aviez dit aux gens qu'ils allaient rester confinés chez eux pendant 25 ans et porter des masques jusqu'à la fin de leur vie, sincèrement, je ne pense pas que la mesure aurait été très très bien acceptée, et je pense au contraire qu'il y aurait eu des gilets jaunes sur tous les ronds-points de France. Avec le changement climatique, nous allons devoir prendre des mesures transformatrices de long terme dans la manière dont nous allons organiser les choses. Il ne s'agit pas de prendre des mesures d'urgence, certes drastiques, mais temporaires, qu'on doive lever au bout d'un temps. Ce serait pire que tout. Et c'est pour cela que je crois qu'il faut aussi se méfier beaucoup parfois des appels et des tentations un peu autoritaires, où on dit qu'il faut prendre des mesures d'urgence, décréter un état d'urgence climatique. J'entends bien l'urgence à agir. Mais le problème, c'est que si on prend des mesures autoritaires et qu'on impose aux gens, aux entreprises, des choses contre leur gré, on ne va pas pouvoir tenir ces mesures très longtemps et il faudra toujours les lever à un moment donné. Et c'est pour ça véritablement qu'il y a aussi là une urgence démocratique qui est celle de choisir. Plus nous choisirons
les transformations que nous voulons engager, plus nous pourrons les tenir longtemps dans la durée. Et ça, vraiment, c'est un enjeu important, je crois, en matière de politique de RSE, de se dire, choisissons de nous engager dans cette voie, faisons-en le choix de l'entreprise, de manière à ce que nous puissions tenir cela dans la durée et que nous puissions définir en quelque sorte la raison d'être de l'entreprise demain autour de ça, parce que très clairement, nous entrons dans une nouvelle phase de l'économie. Ça, c'est le premier point qui me paraît vraiment très très important. Toute entreprise qui considérerait aujourd'hui le changement climatique, ou plus globalement les problématiques RSE, comme une crise, se trouverait dans la même situation que l'entreprise Kodak au moment de l'apparition de la photo numérique. Quand la photo numérique est apparue, les patrons de Kodak se sont dit « c'est un effet de mode, ça va passer, de toute façon c'est des photos de mauvaise qualité, c'est un gadget, nos fondamentaux sur la photo argentique sont solides, on ne change rien, et dans quelques années la photo numérique aura disparu. » Résultat des courses, Kodak a connu une passe très très difficile, et vous avez tous sur vos téléphones des appareils photo d'excellente qualité. Deuxième point, c'est de dire que certes, nous ne connaîtrons pas de baisse des températures au cours de nos vies, mais par contre, nous avons encore la possibilité, et je dirais que cette possibilité est en fait une responsabilité, de choisir quel sera le niveau de hausse des températures que nous connaîtrons au cours de nos vies. La manière dont la température va augmenter au cours du XXIe siècle, ce sont nos actions aujourd'hui et demain qui vont le décider. C'est nous, collectivement, qui allons décider si la hausse de température que l'on va connaître sera plutôt de plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés. Et ça, c'est extraordinairement important, parce que souvent on s'imagine encore que le changement climatique est un problème binaire, que c'est blanc ou noir, que c'est une pièce qui va tomber côté pile ou côté face, que c'est une bataille que l'on va remporter ou que l'on va perdre. Et toute une série de messages qui sont passés au grand public continuellement lui donnent à penser effectivement qu'il s'agit d'un problème binaire. On va dire, est-ce qu'il est encore temps d'agir? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce que la COP28 est la conférence de la dernière chance? Est-ce qu'on peut encore sauver le climat? Tous ces messages vont donner à penser aux gens qu'on est face à un problème binaire. Le problème, si on croit qu'on est face à un problème binaire, c'est que non seulement on va être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique, mais surtout, on va avoir tendance à se décourager et à considérer que notre action à notre niveau ne pèse rien face à l'immensité du problème. Et je crois qu'il faut lutter de toutes nos forces contre cette idée qui amène au défaitisme et à l'immobilisme. Si on pense que c'est un problème binaire, on va se dire à quoi ça sert que la France agisse alors que la France ne représente que X% des émissions de gaz à effet de serre et que la Chine fait ceci ou que l'Inde fait cela, souvent d'ailleurs en méconnaissant complètement ce que font la Chine ou l'Inde. On va se dire à quoi ça sert que la région Occitanie agisse si à côté, dans la région sud, ils font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, j'étais dans la région sud la semaine dernière, ils font des trucs super aussi. À quoi ça sert que mon entreprise, agisse? Je ne suis qu'une petite PME, qu'est-ce que je pèse dans l'écosystème face à Total Energy? À quoi ça sert que moi j'agisse si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? On va avoir tendance à minorer l'impact de sa propre action, alors qu'il faut le dire, le répéter, on n'est pas face à un problème binaire, on est face à un problème graduel. Ça veut dire que chaque dixième de degré va faire une énorme différence, ce qui veut dire aussi que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou pas dans l'atmosphère va également faire une énorme différence. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucune action, aucune initiative que nous pourrions prendre contre le changement climatique qui soit inutile. Tout ce que nous allons engager, tout ce que nous allons entreprendre va faire une énorme différence, et souvent une différence beaucoup plus importante que celle que nous imaginions au départ. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Le problème,
c'est que je pense que nous avons commis une erreur tragique en tant que chercheurs, et cette erreur tragique, c'était celle qui consistait à utiliser pour la communication au grand public les mêmes indicateurs que celui que nous utilisions dans les travaux scientifiques, c'est-à-dire les degrés de température, en imaginant qu'ils seraient compris par le grand public de la même manière que nous les comprenions dans la littérature scientifique. Et le résultat des courses, c'est que quand on parle aux gens de chaque dixième de degré qui a de l'importance, les gens vont se dire, vous plaisantez ou pas? C'est imperceptible, comment voulez-vous qu'on ressente une différence de température d'un dixième de degré? Quand on va dire plus 1,5 ou plus 2 degrés, ça fait une énorme différence, les gens se disent, attendez, on ne va pas sentir les différences entre 1,5 et 2 degrés. Et quand on va dire aux gens plus 2 degrés, plus 3 degrés, c'est vraiment assez catastrophique, les gens vont se dire, finalement, en janvier, pourquoi pas? Ben oui, parce que forcément, et c'est logique, comment faire le reproche aux gens? On imagine que les différences de température sont mesurées par rapport à la température ambiante extérieure. Sauf que ces hausses de température, elles sont mesurées par rapport à une température annuelle moyenne mondiale. Et chacun de ces adjectifs est important. Parce que la température en France, comme en Europe d'ailleurs, se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Aujourd'hui, la température moyenne mondiale s'est déjà réchauffée de 1,2 degré environ. En France, c'est 1,8. Il faut rajouter 50%. Parce que la France est sur un continent et que la température se réchauffe plus vite sur Terre que sur mer. Et parce que les courants atmosphériques font aussi que l'Europe est un continent où la hausse de température est plus marquée que dans d'autres régions du monde. Ce qui veut dire que lorsque Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, présente un plan pour l'adaptation de la France à plus 4 degrés, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis en disant « Oh là là, le gouvernement renonce, scénario défaitiste, on prend les scénarios catastrophistes extrêmes », et qu'on est obligé de dire en tant que scientifique « Attendez, le scénario d'une France à plus 4 degrés, c'est pas du tout un scénario catastrophe, c'est un scénario médian qui est encore relativement optimiste, c'est-à-dire qui table sur une hausse de la température moyenne mondiale d'environ 2,6-2,7 degrés, c'est-à-dire ce qui va se passer si tous les gouvernements tiennent les engagements qu'ils ont pris aujourd'hui dans la négociation internationale, ce qui est encore loin d'être garanti. Le deuxième élément, c'est qu'on discute aussi d'une hausse de température par rapport à une moyenne annuelle. La température moyenne annuelle de la France, elle est de 14 degrés. Et donc quand on discute de hausse de plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5 degrés, on discute évidemment d'écarts assez considérables par rapport à la moyenne. Vous avez déjà tous été fiévreux ou fiévreuses. Vous savez que quand vous avez 38 degrés de fièvre, vous pouvez encore prendre une aspirine et mener une journée à peu près normale, vous vous sentez juste un peu plus fatigué, un peu plus irritable que d'habitude. À 39 degrés, vous avez plutôt tendance à rester chez vous et à découvrir les programmes télé de l'après-midi. À 40, vous appelez un médecin. Et à 41, ça devient un peu inquiétant et vous dites qu'il faudrait peut-être aller faire voir ça à l'hôpital. Sauf que la température moyenne de votre corps, elle est comprise entre 36 et 37 degrés. Et vous voyez bien que lorsque vous avez 1, 2, 3 ou 4 degrés de température en plus, vous n'êtes pas du tout dans le même état. Alors imaginez ces variations par rapport à une température annuelle de 14 degrés, et ces variations qui de surcroît ne vont pas toucher uniquement votre corps, mais vont toucher aussi les écosystèmes, et vont toucher évidemment tous les secteurs et tous les domaines de l'activité économique, depuis la sécurité des chaînes d'approvisionnement jusqu'à la productivité des travailleurs, y compris des travailleurs de bureau. Ça veut dire que chaque action, chaque initiative que vos entreprises engageront, quelle que soit la taille de votre entreprise, va faire une énorme différence. Dernier point de physique du climat, c'est qu'on est face à un problème de stock et pas un problème de flux. Le problème du changement climatique, c'est un problème d'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pourquoi est-ce que ces gaz s'y accumulent plutôt que de se dissiper? Parce que la plupart des gaz à effet de serre, à l'exception du méthane, ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Si je prends le dioxyde de carbone, le CO2, qui est le gaz qu'on émet dans les plus grandes quantités,
ben, sa durée de vie, elle est comprise entre 100 et 4500 ans dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que l'essentiel du dioxyde de carbone qui se trouve à 20 km au-dessus de nos têtes, il a été émis au siècle dernier, voire même au 19e siècle. Et c'est ça qui crée évidemment des petites tensions intergénérationnelles, puisque les jeunes réalisent bien que les impacts du changement climatique qu'ils vont subir au cours de leur propre vie sont le résultat des émissions de leurs parents et de leurs grands-parents quand ils écoutaient les Beatles à la radio. Ça va s'empirer avec les générations d'après, bien entendu. C'est littéralement comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire. Tant qu'il y a de l'eau qui coule du robinet, le niveau de l'eau continue à augmenter. Même si vous ralentissez très fort le débit du robinet, s'il y a encore des gouttes qui tombent du robinet, le niveau continue à augmenter. Et même si vous coupez complètement l'arrivée d'eau, vous savez qu'il faudra encore quelques heures, sinon quelques jours, avant que l'eau du bain ne s'évapore. C'est exactement pareil avec nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ceci a une conséquence extrêmement importante, je crois qu'on ne réalise pas encore bien, pour notre action face au changement climatique. C'est que pour le moment, tout va bien. Nous n'avons pas encore atteint le pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les émissions continuent à progresser chaque année, et les températures continuent à grimper chaque année. Ça paraît absolument logique. Le problème, c'est que d'ici quelques années, et on espère vers 2027 ou 2028, nous allons atteindre le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre, et que donc les émissions mondiales vont commencer à baisser. Et pourtant, malgré cela, et évidemment, le niveau de concentration des gaz à effet de serre va continuer à augmenter, et donc les températures vont continuer à grimper. Et ça va être le cas jusqu'à ce que nous atteignions, au niveau mondial, le point de neutralité carbone, c'est-à-dire le moment où nous serons capables de retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons. Et la COP28, qui s'est conclue le mois dernier à Dubaï, s'est mis d'accord quant au fait que ce point de neutralité carbone devait être atteint au plus tard en 2050. Et c'est une grande avancée qu'on ait ce point de référence sur le calendrier. Mais reste que, ça veut dire que jusqu'à 2050, on va baisser de plus en plus nos émissions, et pourtant, les températures vont continuer à grimper. Et donc, il y a évidemment beaucoup de gens qui vont se dire, à quoi bon? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on baisse nos émissions alors que les températures continuent à monter? Et vous allez même avoir des légions de tocards sur les réseaux sociaux qui vont dire « Attendez, on baisse nos émissions et les températures grimpent, ce qui veut dire que pour faire baisser les températures, il faudrait faire grimper nos émissions. On fait tout le contraire de ce qu'on devrait faire. » Vous rigolez, vous voyez, surtout vous, monsieur, je vous ai vu rigoler, mais soyez certains qu'il y aura des milliers et des milliers de gens à croire ça sur les faits et qu'on peut même déjà deviner quels sont les leaders politiques qui seront à la pointe de tout ça. Et donc, face à cela, nous allons avoir deux possibilités. Soit donner des cours de physique accélérés à tout le monde. Soit montrer concrètement aux gens pourquoi ils ont intérêt à l'action climatique et pourquoi en réalité le fait d'agir pour le climat ou pour la biodiversité, ça peut leur apporter des bénéfices immédiats. Et c'est là où les entreprises vont jouer un rôle absolument déterminant, parce que c'est vous qui allez pouvoir incarner pour les gens pourquoi c'est intéressant. Parce que le fait de vous aligner sur des objectifs RSE va rendre vos entreprises plus prospères et plus rentables. Parce que pour les gens, ça va vouloir dire de meilleurs transports, de meilleurs logements, une meilleure alimentation. Et ça va être absolument fondamental de rendre visibles et concrets les bénéfices à l'action climatique et à l'action en matière de biodiversité. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental, notamment parce que pour le moment, on a volontiers tendance à voir effectivement cette action environnementale comme une contrainte qui nous pèse sur les épaules. Et je crois qu'il va falloir renverser complètement la table de la communication sur ce sujet, parce que pour le moment, la communication sur ces sujets, il faut le dire, elle est souvent plombante. On n'arrête pas de dire aux gens
tout ce qui va se passer s'ils n'agissent pas. Et on leur dit, attention, si on ne fait rien, si on n'agit pas, voilà les 7 plaies d'Égypte qui vont s'abattre sur la France. Mais par contre, on ne met jamais en lumière les bénéfices que les gens pourraient avoir à agir. Et je crois, moi, que ce qui va mettre les gens, les entreprises et globalement la société en action, c'est de pouvoir saisir les bénéfices, les intérêts qu'elle va pouvoir retirer à cette action. Et pour le moment, je crois qu'on fait tout le contraire, et c'est ça qui fait que la communication sur ce sujet apparaît souvent aux gens comme relativement plombante, comme quelque chose qui va les déprimer. Et le problème, c'est que pour le moment, on a l'impression, si on agit en faveur du climat, ou même de la biodiversité, c'est que souvent on va avoir l'impression d'agir un peu contre nos intérêts. Après la dernière élection présidentielle, avec ma femme et nos enfants, on était allés passer quelques jours de vacances en Normandie. Nos enfants avaient joué sur la plage avec les enfants d'un autre couple, on avait un peu sympathisé avec cet autre couple, puis une chose en amenant une autre, on avait réalisé qu'on logeait dans le même hôtel, puisque c'était la plage en face de l'hôtel, et puis nous avons pris l'apéritif, une chose en amenant une autre, on est allé dîner ensemble, ça s'est arrêté là, je vous rassure, et au dîner, nous avons évidemment discuté de politique, et ce couple de nous dire spontanément quel avait été leur vote à la dernière élection présidentielle. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Mais pas du tout, parce que l'homme et la femme avaient des préférences politiques différentes. Au contraire, ils étaient tout à fait alignés politiquement l'un sur l'autre. Simplement, ils avaient décidé de faire un vote stratégique. Ils avaient considéré qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 voix, et ils avaient décidé de ne pas lâcher. Au point d'ailleurs qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs de qui de l'homme ou de la femme avait voté Jadot et qui avait voté Macron. Je dis, j'espère que vous n'avez pas mis 2 fois le même bulletin. Et je dis, enfin, c'est quand même un peu curieux, parce que je peux comprendre qu'on hésite entre 2 candidats de gauche ou 2 candidats de droite. Mais Jadot-Macron, c'était quand même pas tout à fait le même programme à l'élection présidentielle. Et leur réponse m'a beaucoup interpellé et je crois être très révélatrice. Leur réponse était ceci. Et oui, on a beaucoup hésité, on était très tiraillés, parce que d'un côté, on a des enfants, on est inquiet de la terre qu'on va leur laisser, on est très préoccupé par le changement climatique, par la perte de biodiversité, et donc pour nous, c'était vraiment important de voter pour le candidat écologiste. Mais d'un autre côté, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait bien aussi qu'on veille un peu à nos propres intérêts. Et donc c'était important aussi pour nous de voter pour le candidat libéral. J'ai dit, ben oui, on est tous un peu là, hein. C'est-à-dire que je crois que le problème plus global dans la société et la contradiction qui nous tiraille en tant que corps social, c'est que nous sommes évidemment préoccupés par le changement climatique. Aujourd'hui, 85% des Français disent qu'ils sont tracassés, préoccupés par le changement climatique. Quand on fait le sondage au niveau européen, c'est pareil dans tous les pays. Tous les Européens placent le changement climatique en tête de leurs premières préoccupations et des défis que doit affronter l'Europe. Mais pour autant, on a du mal à agir véritablement pour cette cause, parce que si on agit pour cette cause, on a l'impression d'agir aussi contre ses intérêts proches et immédiats. Et c'est là évidemment où on est un peu piégé par la physique du climat, parce qu'il y a à la fois un décalage dans le temps entre nos actions et les résultats de nos actions, et il y a par-dessus le marché un décalage dans l'espace, parce que bien entendu, les impacts que connaîtra la ville de Montpellier dans les prochaines années ne sont évidemment pas liés aux émissions de gaz à effet de serre de la ville de Montpellier, mais également aux émissions de gaz à effet de serre de Lagos, de Washington ou de Shanghai, parce que le climat évidemment se fiche de la provenance des émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette décorrélation dans le temps et l'espace entre nos actions et les conséquences de nos actions font que nous avons du mal à aligner nos intérêts avec la cause qui nous travaille et qui nous préoccupe. Et alors, il y a évidemment des gens parfaitement admirables qui sont capables de faire passer la cause avant leurs intérêts, mais il faut bien reconnaître que pour la majorité de la population, surtout pour le premier, je ne me mets pas à part, nous sommes quand même aussi largement guidés par nos intérêts. Et donc je crois que tout l'enjeu, et là encore, c'est là que les entreprises, je crois, vont pouvoir jouer un rôle absolument déterminant,
tout l'enjeu, ça va être de voir comment nous allons pouvoir aligner nos intérêts avec la cause qui nous préoccupe. Et je crois qu'il y a 3 grands leviers qu'on peut actionner en matière de politique RSE pour cela. Le premier, c'est de travailler davantage sur notre trajectoire. Aujourd'hui, tout le débat sur le changement climatique est cadré par des objectifs de moyen ou de long terme. On va raisonner neutralité carbone en 2050, plus de degrés ou plus 1,5 en 2100, moins 55% d'émissions en 2030. Et tout ça est très important, et je ne remets aucun de ces objectifs en cause. Mais le problème, c'est que le terme de ces objectifs dépasse aussi le terme du mandat de celui ou de celle qui les a décidés. Lorsque les chefs d'État s'engagent au moment de l'accord de Paris sur un objectif de plus de degrés, et si possible 1,5 d'ici 2100, ils savent évidemment très bien qu'ils seront tous morts en 2100. Et qu'il n'y aura aucun député d'opposition en 2099 pour venir les titiller et faire un ramdam au Parlement en disant c'est un scandale, on n'est pas du tout dans les clous pour atteindre ces objectifs. Lorsque les entreprises s'engagent sur la neutralité carbone en 2050, très clairement le PDG qui prend cet engagement aujourd'hui ne sera sans doute plus le même PDG en 2050. Est-ce que l'entreprise existera encore en 2050? Est-ce qu'elle n'aura pas été fusionnée, absorbée, restructurée? On a un vrai problème de crédibilité par rapport à ces objectifs. Le deuxième problème, c'est un problème de procrastination. Quand je donne un devoir à faire à mes étudiants, la première chose qu'ils font toujours, c'est d'essayer de négocier avec moi une date de rendu la plus éloignée possible dans le temps. Et je leur dis toujours, mais bande de gros malins, ne me prenez pas pour un idiot. Je sais très bien que votre devoir, vous allez de toute façon le faire le week-end avant la date de rendu. Alors que l'argument c'est toujours, non monsieur, mais comme ça on aura plus de temps pour travailler. Je dis, ça ne sert à rien, vous allez de toute façon le faire en 48 heures, le week-end avant la date de rendu. Fixons la date de rendu à lundi prochain, vous le faites ce week-end et comme ça vous en êtes débarrassé. Ça ne marche pas, ils ne sont jamais d'accord. Le problème de fixer ces objectifs de moyen ou de long terme, c'est qu'on imagine toujours qu'on aura toujours le temps de le faire dans le futur et qu'il y a toujours toute une série d'urgences qui sont prioritaires et qui justifient en quelque sorte d'abandonner toute une série de normes, d'abandonner toute une série d'objectifs. On se dit on verra bien plus tard, mais pour le moment il y a une urgence avec la guerre en Ukraine, il y a une urgence avec la crise énergétique, il y a une urgence avec les agriculteurs, et toutes ces urgences sont évidemment parfaitement légitimes, mais le problème c'est que nous repoussons sans cesse notre action, et qu'en force de la repousser, bien évidemment ça va devenir de plus en plus difficile d'atteindre cet objectif, et surtout qu'on est avec un problème d'accumulation, et donc chaque année que nous perdons, c'est une année où il y a des millions de tonnes de gaz à effet de serre qui vont s'échapper et qui vont s'accumuler dans l'atmosphère. Et le troisième problème, qui est lié à ce cadrage sur du moyen ou du long terme, je crois, c'est le fait que nous allons parfois manquer de motivation. Ce qui m'inquiète aujourd'hui le plus comme tendance dans l'opinion, c'est le fait qu'il y ait désormais un Français sur 6, c'est plus de 15% de la population, qui considère que les objectifs sont hors d'atteinte, sont impossibles à atteindre, qu'on n'y arrivera pas. Et vous savez, c'est une petite musique qu'on entend de plus en plus sur le fait que la transition est impossible, n'aura pas lieu, on ne l'a pas fait dans le passé, on n'a pas assez de matériaux, on n'a pas assez de ceci, pas assez de cela. On va trouver 1 milliard de raisons pour se convaincre qu'on ne va pas y arriver. Et je redoute plus que tout ce défaitisme. Et je pense que une des raisons qui motive ce défaitisme, c'est le fait que souvent, on a tracé des objectifs comme des horizons à atteindre, sans tracer le chemin qui nous emmenait vers ces objectifs. Et que faute de chemin pour nous emmener, nous avons l'impression que c'est un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que nous avançons. Alors qu'à l'inverse, si nous parvenions à tracer une trajectoire avec des objectifs plus rapprochés, eh bien je pense que nous parviendrions à baliser davantage notre progression.
Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je me connais. Je sais parfaitement que je continuerai à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029. Et c'est en 2029 que je me dirai, oh là là, catastrophe, il faut d'urgence que je prenne un abonnement dans une salle de sport. Sauf évidemment qu'il sera beaucoup trop tard à ce moment-là. Alors que si vous me dites à l'inverse, François, il s'agit maintenant de perdre 1 kilo chaque année d'ici 2030, vous pourrez dire, ah oui, mais c'est un objectif un peu plus modeste, 1 kilo chaque année d'ici 2030, ça ne fait que 7 kilos. Sauf que ça va dessiner une trajectoire beaucoup plus crédible et beaucoup plus réaliste pour moi, et que surtout, je vais pouvoir baliser cette trajectoire, et donc la rectifier si besoin, mais surtout m'accrocher à ces balises comme autant de petites victoires qui vont me convaincre que je vais pouvoir y arriver, et que non seulement je vais pouvoir y arriver, mais je peux aussi revoir mon ambition à la hausse. Et je crois qu'en tant que société, on a grand besoin aujourd'hui de pouvoir s'accrocher à ces balises comme autant de petites victoires, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au niveau d'une entreprise, de se dire, tiens, où est-on aujourd'hui et où voulons-nous être dans 6 mois ou dans 1 an? Et comment est-ce que nous allons célébrer le fait que collectivement, nous ayons réussi à faire ça? Et je pense que vraiment, il y a une dynamique collective à enclencher autour de cette trajectoire et que l'entreprise ou la collectivité sont vraiment des endroits idéaux pour faire cela. Deuxième levier, c'est de valoriser davantage l'action des minorités qui avancent, qui font des choses, qui prennent des initiatives. Trop souvent, je crois que nous imaginons que la transition, que le changement va se produire d'un coup, parce que d'un coup, une majorité va basculer. C'est pas comme ça que le changement se produit. Le changement, il est initié par des pionniers, par une minorité d'entreprises un peu avant-gardistes, plus courageuses, plus audacieuses, qui vont défricher le chemin dans lequel les autres et l'ensemble de la société va pouvoir s'engager après. Et aujourd'hui, je suis frappé de voir comme notre communication sur ce sujet est sans cesse négative. C'est-à-dire que nous pointons sans cesse du doigt les entreprises qui n'avancent pas ou qui marchent à reculons. Mais que, insuffisamment, je crois, nous n'encourageons, nous ne valorisons celles qui avancent et qui font des choses. Et je ne dis pas du tout ici qu'il faut cesser de pointer du doigt les entreprises qui n'avancent pas ou qui font des choses complètement contraires à ce qu'il faudrait faire, mais il faut aussi que nous valorisions davantage celles qui avancent, que nous puissions les récompenser, leur donner des prix, valoriser et faire la publicité de ce qu'elles font. Donc moi je suis absolument paniqué lorsque j'entends des entreprises qui se livrent désormais au greenwashing. C'est un mot que vous n'avez peut-être pas encore entendu, c'est le contraire du greenwashing. Le greenwashing, c'est quand vous essayez d'enjoliver ce que vous faites. Le greenwashing, c'est le contraire. C'est quand vous faites des choses, mais que vous ne communiquez absolument pas sur ce que vous faites. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, et notamment de grosses entreprises du CAC 40, qui prennent des décisions, qui prennent des engagements parfois courageux, mais qui disent, surtout on ne va pas communiquer dessus, parce qu'on craint le retour de bâton, des activistes qui vont pointer qu'on n'est pas encore suffisamment parfait, parce qu'on craint le fait, et ça c'est un vrai problématique aux États-Unis, qu'on va nous reprocher de faire de la RSE et donc de ne pas poursuivre uniquement une logique de profit, mais également de nous intéresser à un peu autre chose que le profit. Et donc en fait on ne va plus rien dire. Et c'est catastrophique, parce que ça veut dire que d'autres ne peuvent pas être inspirés par cela. Et cette question de l'émulation et de l'inspiration des entreprises, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que c'est vraiment important de regrouper les entreprises dans des communautés comme celle du leader, des fédérations d'entreprises, des clubs d'entreprises, de pouvoir valoriser ce qui se fait. Et je vous donne juste un exemple qui montre à quel point, parfois, une petite action, une petite initiative peut avoir un impact mondial. Dans les années 70, et je donne un exemple d'une municipalité pour ne pas faire de jaloux dans les années 70, la municipalité de La Rochelle a l'idée de mettre en place un système de vélo en libre service. Et à l'époque, personne n'est prêt à miser un copec
sur ce type de système ou d'initiative. Les gens pensent que les Rochelais ne vont jamais faire du vélo, ne vont jamais laisser leur voiture, que les vélos seront volés ou vandalisés, que ça ne va jamais marcher. Le maire Michel Crépeau et son équipe municipale s'accrochent, tiennent bon et disent on le fait quand même. Et c'est un énorme succès à La Rochelle. Et donc Rennes va voir ce qui se passe, et Rennes va se dire je vais faire la même chose après. Énorme succès à Rennes aussi. Lyon se dit je fais pareil. Énorme succès à Lyon. Et puis, comme toujours, Paris va copier Lyon et va mettre en place le système des Vélib et va même trouver un modèle économique pour les Vélib en s'associant à l'équipementier urbain Jean-Claude Duron. Et vous vous en souvenez peut-être, mais dans la première phase, les Vélib sont un immense succès. Tout le monde veut faire du Vélib. Et comme Paris, c'est la première destination touristique mondiale, ça veut dire qu'il y a plein de touristes qui vont aussi essayer les Vélib et qui, une fois rentrés chez eux, vont se dire je veux la même chose dans ma vie. Et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques années, on va voir des systèmes comparables à celui des Vélib dans toutes les grandes capitales et puis même dans des villes de moyenne importance. Et c'est comme ça que les gens vont faire de plus en plus de vélo et donc vont de plus en plus se dire tiens, finalement, c'est possible de faire du vélo et pour aller au travail, je n'ai peut-être pas besoin de ma voiture, pour déposer mes enfants à l'école, je peux peut-être le faire en vélo, que les gens vont acheter des vélos, vont demander à leur mère des équipements et des pistes cyclables, qu'on va faire de plus en plus de pistes cyclables, et que donc des gens vont se dire, tiens, moi aussi, je peux faire du vélo. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit une transformation complète de la mobilité urbaine partout dans le monde. Sincèrement, si on avait dit à l'équipe municipale de La Rochelle, que La Rochelle pardonne, mais qui n'est quand même pas une grande mégapole à l'échelle du monde, que leur initiative de vélo en libre-service allait transformer la mobilité urbaine de New York à Shanghai quelques années plus tard, je pense sincèrement que Michel Crépeau et ses adjoints au maire n'y auraient pas cru. Et donc je crois que cette initiative montre bien à quel point en valorisant ce qui se fait et en essayant de récompenser, de diffuser, de faire la publicité de ce qui se fait, on a un levier de transformation extraordinairement puissant. Et si vous êtes une entreprise du PME, chaque innovation que vous allez mettre en place, qu'elle soit technologique, dans les usages, dans les modèles d'affaires, etc., va aussi pouvoir en inspirer d'autres. Soyez copiés, copiez-vous les uns les autres, et c'est comme ça que quelque part nous allons finir par y arriver collectivement, parce que c'est comme ça qu'on va entraîner tous les autres. Troisième et dernier levier, et puis je m'arrête là parce que je sais qu'il y a un cocktail après, c'est que aujourd'hui, nous voyons toujours l'action pour le climat, pour la biodiversité, globalement l'action écologique, un peu comme une contrainte à laquelle nous devons nous plier. Et on présente toujours cette action comme une longue liste de choses qu'on n'a pas envie de faire. Ce sont des coûts supplémentaires à supporter, ce sont des normes et de la paperasse supplémentaires, ce sont des efforts à entreprendre, des sacrifices à consentir, des renoncements à accepter. C'est une liste longue comme un jour sans pain de choses qu'on n'a pas envie de faire. Personne ne se lève le matin en se réjouissant de la nouvelle contrainte à laquelle on va se plier. Et je crois que nous voyons les choses comme cela parce qu'on a une idée assez précise du monde dans lequel on ne voudrait pas habiter, qui est le monde décrit dans les rapports du GIEC, dans la plupart des travaux scientifiques, un monde ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aura disparu, etc. Et donc on sait ce qu'on veut éviter. Mais par contre, on a encore beaucoup de mal à visualiser concrètement ce vers quoi nous voudrions aller. Et on a toute une série d'imaginaires concurrents dès lors qu'on va se tracasser un peu de vers où on veut aller. On va parfois imaginer un monde techno-futuriste où on vivrait tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre piloté par Elon Musk. On va avoir, et certains vont imaginer, un futur un peu janséniste qui serait fait de privation, de limitation, de quotas et de flagellation. D'autres vont imaginer un futur un peu, disons, bobo ou naïf, où Max et Lily font du vélo tout nus dans des champs de coquelicots avant de retourner à leur permaculture qu'ils vont aller vendre sur le petit marché local. Et chaque imaginaire va évidemment séduire et toucher une partie de la population, surtout celui de Max et Lily, et on comprend évidemment pourquoi. Mais globalement, on va avoir beaucoup de mal à trouver un consensus entre nous, une forme de contrat social sur le monde vers lequel nous voudrions aller. Et donc ce monde, il va falloir l'incarner, le matérialiser.
Et là encore, je pense qu'on ne va pas le matérialiser par de beaux discours et de grandes incantations, on va le matérialiser concrètement par la vie des entreprises, par la vie économique, et les entreprises vont montrer, vont dire « Regardez à quoi ça peut ressembler, voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre entreprise. Voilà, c'est ce qu'on produit tous les jours selon de nouveaux processus de fabrication, selon de nouveaux modèles d'affaires. » Et je crois que c'est véritablement le tissu économique du pays, et globalement européen, qui va pouvoir faire émerger ce nouveau modèle économique et qui pouvoir convaincre les gens et au-delà, le reste du monde, de se dire tiens, voilà à quoi va ressembler l'économie décarbonée du XXIe siècle, c'est à ça que ça va ressembler et c'est vers là que nous voulons aller. Et c'est grâce à cela, je crois, qu'on va transformer la contrainte en un projet. Parce que le problème de la contrainte, c'est que d'abord vous allez chercher à en faire le moins possible. Parce qu'on n'aime pas se payer la contrainte, alors qu'à l'inverse, un projet, vous allez forcément chercher à en faire le plus possible. Et puis surtout, la contrainte, c'est quelque chose qui va nous diviser, parce qu'on va toujours imaginer que la contrainte est inégalement répartie. Entre les riches et les pauvres, entre les urbains et les ruraux, entre les jeunes et les vieux, etc. etc. Alors qu'à l'inverse, le projet, c'est quelque chose qui peut nous rassembler. Et moi, je crois vraiment que ces questions de RSE, elles peuvent non seulement constituer le socle d'un formidable projet industriel pour l'entreprise, d'un projet économique pour le territoire, mais aussi et au-delà d'un nouveau contrat social pour nos démocraties. Et je crois que c'est vers là qu'il faut aller. Et je suis convaincu que nous avons absolument tout ce qu'il faut pour réussir cela. Maintenant, c'est une question de volonté et de valoriser ceux qui vont de l'avant. Donc, merci de m'avoir accueilli ce soir. Est-ce que vous souhaitez profiter de quelques questions, de pouvoir répondre? Bien sûr. Vous pouvez vous prêter au jeu. Oui, bien, merci François Gémen. Bonjour, Frédéric Titsonis, consultant RSE. Vous avez parlé de politique, alors je vais rentrer un peu plus dans le sujet par rapport à cette question. On voit bien aujourd'hui les enjeux au niveau de la CSRD, au niveau de l'Europe, et les forces obscures qui essaient à chaque fois de détricoter ce qui est essayé. Enfin, on voit bien qu'on essaie d'assouplir les règles de la CSRD aujourd'hui, etc. C'est un projet européen qui dépend de la Commission, etc., qui va irriguer tous les pays européens. Il y a bientôt les élections européennes, et on sent bien le petit discours aussi et quand on discute aussi avec des chefs d'entreprise, on voit bien que certains se disent la CSRD, c'est pas si joué que ça, il y en a qui vont se débrouiller pour détricoter tout ça, et vous avez parlé des normes, vous avez parlé du poids des normes, etc. Et ici, c'est la crème de la crème. Les entreprises qui sont là, elles sont toutes convaincues, mais quand on discute avec plein d'autres, on sent bien cette petite musique qui vient aussi, qui dit finalement, si on pouvait trouver des élus qui se débarrassent de tout ça, ça serait pas plus mal. Donc vous, ma question, en tant que François Gémen, avec tout le poids que vous pouvez avoir, et comment, quelles sont les clés que vous pouvez nous donner aussi pour chacun mettre sa graine là-dessus, et comment vous allez aussi vous battre sur ces questions, parce qu'il y a un vrai enjeu sur les prochaines européennes par rapport à cette trajectoire dont on parle et qui est nécessaire. Il y a un énorme enjeu, et on voit très bien que la CSRD et plus globalement toutes les questions de RSE aujourd'hui sont un peu sous les coups de butoirs populistes, surtout aux États-Unis, où là la question prend une ampleur absolument gigantesque, et forcément aussi en Europe. Il faut se rendre compte de ce qui se passe aux États-Unis pour prendre la mesure du danger qui guette la RSE aussi en Europe. Je donne un simple exemple qui vous montre à quel point on marche sur la tête. Aujourd'hui, l'État du Tennessee attaque BlackRock, le gestionnaire d'actifs, en justice. BlackRock, comme vous le savez, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. C'est souvent une figure qui fait un peu une compagnie qui fait un peu figure d'épouvantail ici en Europe. Pourquoi? Parce que BlackRock a décidé de s'engager un petit peu quand même dans une politique RSE. Et que BlackRock s'est dit il y a quelques années, on va quand même se tracasser un petit peu de notre impact social et environnemental, et donc on va réorienter certains de nos investissements vers des investissements à impact dans l'économie solidaire et dans la transition énergétique. Et l'État du Tennessee
qui est un État républicain, attaque BlackRock en justice parce qu'il reproche à BlackRock de tromper les investisseurs en ne recherchant pas uniquement à maximiser son profit. Et il va dire, votre engagement RSE, c'est une forme de tromperie par rapport à ceux qui investissent, parce que vous allez poursuivre d'autres objectifs que la seule recherche du profit. Alors, c'est clair, BlackRock ne s'est jamais aussi bien porté. Hein. BlackRock n'a jamais généré autant de profits qu'aujourd'hui, et je ne pense pas qu'il y ait un seul investisseur de BlackRock qui se plaint d'un moindre retour sur investissement, mais au nom du populisme, effectivement, on va attaquer. Et effectivement, aujourd'hui, sur la question de la CSRD, sur les questions de RSE, beaucoup vont effectivement avoir tendance à les présenter comme une sorte d'entrave. On va dire, c'est beaucoup de paperasse, c'est des normes réglementaires. Oui, c'est de la paperasse. Oui, c'est des normes supplémentaires. Mais qui ont un objectif. Et je pense que c'est très important aussi de dire, et c'est important aussi que les entreprises engagées disent, on reconnaît que bien entendu, c'est un peu de la paperasse et au début il va falloir s'y faire, et oui, ça va constituer un peu un effort, mais c'est dans ce sens-là que nous voulons aller. Et donc je crois que c'est important aussi que les entreprises puissent dire, nous soutenons la CSRD, et on croit que c'est dans ce sens-là qu'on veut aller, et c'est comme ça qu'on veut orienter l'action de nos entreprises, et merci la Commission européenne de nous aider en quelque sorte à préparer l'économie de demain et à nous positionner dans cette économie décarbonée du XXIe siècle. Et je crois que ça va être très important que les entreprises, et pas juste des militants, des écolos, que les entreprises donnent de la voix. Pour le moment, je suis en train d'essayer de convaincre des PDG des entreprises du CAC 40 de signer une tribune en disant, voilà, on est des grosses entreprises, on accepte la CSRD, c'est une bonne chose et c'est là qu'on veut aller. Et ça, je crois que ça va être très important. Trajectoire. Ouais. Christian, tu as... Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis entrepreneur et président d'Île en Montpellier. En fait, il y a plein de choses que vous dites qui sont justes, mais je pense qu'on n'arrivera à rien si on ne change pas de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est depuis des dizaines d'années sur la partie low cost, et on est toujours. Et si on ne change pas, c'est-à-dire si on n'arrive pas à valoriser économiquement une partie non économique, ça ne marchera pas. Parce qu'on a des contraintes dans tous les sens, et donc effectivement, s'il n'y a pas de valorisation, c'est-à-dire par exemple si on fait quelque chose avec de l'environnement, à un moment donné il faut que ça se traduise par quelque chose de financier derrière, sinon ça ne peut pas marcher. Je vous explique, bon, on est passé nous en énergie verte, mais c'est facile, toutes les énergies vertes sont plus chères que les énergies non vertes, toutes, 100%. Voilà, sur les mêmes compagnies, il n'y en a pas une qui est moins chère. Donc ça veut dire que si vous partez sur la partie économique, et malgré tout on est toujours jugé que sur sa partie économique, ça veut dire que vous n'avez aucun intérêt à passer en énergie verte. Voilà. Alors que s'il y avait des avantages fiscaux par exemple liés à ça, la question ne se poserait pas, les gens le feraient. Et je pense que ça ne marchera pas, parce que ça sera toujours vu comme des contraintes, sinon si on ne fait pas cette partie-là. Et on en est loin, parce que quand on voit, quand je travaille aussi avec les ministères, parce que je suis président d'un syndicat, monsieur le maire a donné comme objectif à ses ministères de gagner 5% du budget et pas de gagner 5% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça parce qu'il va y avoir Standard & Poor's et qu'on a une grosse dette et que derrière, sinon ça ne marchera pas. Je suis absolument d'accord avec ça. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un vrai enjeu sur ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va intégrer dans le prix des biens et des services leurs vrais coûts ou leurs bénéfices environnementaux. Et ça me paraît absolument essentiel parce qu'aujourd'hui, vous l'exprimez sur les questions d'énergie, je pourrais vous retorquer, c'est pareil dans les transports où les prix des billets de train aujourd'hui sont plus chers que les billets d'avion. C'est le cas sur énormément de biens et de services où les biens en fait qui sont moins carbonés et donc plus respectueux de l'environnement sont plus chers que des biens très carbonés parce qu'on ne prend pas du tout en compte l'impact environnemental ou le bénéfice environnemental de ces biens et services. Et donc, je crois qu'il faut absolument prendre cela en compte, effectivement, et donc avoir le courage d'assumer une fiscalité environnementale. Et c'est aussi, je crois, une solution pour la crise que connaît l'agriculture en France en ce moment. Qu'est-ce qui pose, quel est le nerf de la guerre et qu'est-ce de la colère des agriculteurs? C'est le fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Et effectivement, quand vous trimez comme un fou 14, 15 heures par jour et que vous vous retrouvez à la fin du mois avec un salaire de 700 ou 800 euros, il y a quelque chose où on se dit, on marche sur la tête. Parce que je pense que si nous parvenions à intégrer dans le prix
les bénéfices que l'agriculture rend à l'environnement en France, et notamment l'agriculture bio, qui est sans doute le secteur qui souffre le plus aujourd'hui, et qu'à l'inverse, nous taxions davantage toute une série de biens agricoles qui sont cultivés, soit en portant gravement atteinte à l'environnement, soit, il faut le dire aussi, cultivés par des esclaves migrants dans des serres en Espagne ou au Maroc, si nous parvenions à intégrer ces coûts et bénéfices sociaux, eh bien, il est certain que le prix des denrées alimentaires dans les rayons des supermarchés serait complètement différent et que ça permettrait de davantage rémunérer les agriculteurs. Et j'irai même plus loin. Si on considère que le métier d'agriculteur au XXIe siècle, dans une économie décarbonée, c'est pas juste de produire des légumes ou du bétail, mais que c'est aussi d'être en quelque sorte gardien des sols. Et si nous parvenions à valoriser le carbone qui est stocké dans les sols, notamment par des pratiques agricoles durables, et qu'on parvenait à rémunérer les agriculteurs, si on parvenait à mieux les rémunérer par l'agrivoltaïsme et l'installation de panneaux solaires sur certaines de leurs cultures, et donc si en quelque sorte, en plus de leurs revenus agricoles, les agriculteurs pouvaient valoriser des crédits carbone pour le carbone qu'ils stockent dans les sols, ou par l'électricité qu'ils produisent via des panneaux solaires, eh bien on aurait des sources de revenus complémentaires qui permettraient, à mon sens, de doubler, voire de tripler le revenu des agriculteurs et qui permettraient de faire évoluer la profession d'agriculteur comme une sorte de profession de gardien du sol ou de gardien de la terre. Alors ça paraît très naïf dit comme ça, mais je suis convaincu qu'il y a d'autres manières de valoriser le métier des agriculteurs et c'est vraiment, à mon avis, un enjeu essentiel parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est pas tenable pour les agriculteurs de gagner si peu d'argent avec un tel travail. Dernière question. Bonsoir Monsieur Gémen, Caroline Casi pour Face Occitanie, Fondation Agir contre l'exclusion. On a la chance de vous entendre aujourd'hui, mais on s'adresse aussi beaucoup à des publics vulnérables dans notre activité. Des publics qui n'allument pas le chauffage l'hiver parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs factures ou qui ne voyagent pas ni en train ni en voiture s'ils n'ont pas les moyens. Comment nous aider, à les aider à se sentir acteurs, à pouvoir prendre leur part, à avoir leur mot à dire, à développer leur pouvoir d'agir dans ces enjeux climatiques qui nous concernent tous, dont ils sont certainement les premiers aussi victimes, et pour le coup sur lesquels ils ont aussi moins de levier d'action. C'est une problématique à laquelle je suis très sensible parce que je m'occupe aussi d'une association d'éducation au climat, Climate Voices, qui essaie justement de toucher des jeunes plus défavorisés, en d'autres termes, ceux qui n'allaient pas faire la grève derrière Greta Thunberg, parce que souvent ils s'estimaient qu'ils n'avaient pas le capital culturel que pour se permettre d'annoncer à leurs parents en rentrant « Aujourd'hui j'ai pas été à l'école, j'ai fait la grève pour le climat ». Et c'est aussi une réalité de la jeunesse. Et je crois qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a une génération climat, il y a aussi toute une série de publics défavorisés qui d'une part ont l'impression, alors qu'ils vont être directement touchés par les impacts du changement climatique, qu'ils n'ont pas vraiment de levier d'action, parce que quand on leur dit il faut moins prendre l'avion ou manger moins de viande, ils vont dire bah, de toute façon je ne prends pas l'avion et de toute façon je mange de la viande une fois par mois parce que la viande c'est cher. Et donc là je crois qu'il y a un vrai rôle aussi des pouvoirs publics par l'investissement dans les quartiers populaires sur des équipements publics en termes de rénovation des bâtiments scolaires ou des bâtiments publics, en termes de système de transport par exemple, parce que s'il n'y a pas cet investissement, effectivement les publics défavorisés vont avoir sans cesse le sentiment que l'écologie est un peu une sorte de lubie de riches nantis qui vont leur demander des efforts qu'ils n'ont de toute façon pas les moyens d'accomplir. Et il y aurait quelque chose, je prends par exemple l'exemple de la voiture électrique, pour les publics défavorisés qui vont rouler dans des vieilles voitures d'occasion, la plupart de leurs déplacements en voiture sont des déplacements contraints, parce qu'ils habitent dans une zone qui n'est pas bien desservie par les transports en commun. Et donc ils vont voir des politiques de primes à l'achat de voitures électriques comme des sortes de cadeaux qu'on va faire aux plus riches, parce qu'eux n'auront de toute façon pas les moyens de s'offrir une voiture électrique. Et ils vont se dire, non seulement je ne vais pas avoir accès à ça, mais en plus je vais devoir supporter le poids de la culpabilité et le poids d'une taxation de plus en plus lourde et de restrictions de plus en plus fortes sur une voiture que je suis obligé d'utiliser. Et c'est là où vraiment il y a un vrai enjeu sur l'investissement dans les réseaux de transport
dans les zones les plus défavorisées. Et à mon avis, là, il y a une vraie responsabilité des pouvoirs publics sur la question vraiment de la rénovation thermique des bâtiments publics, et je pense en particulier aux bâtiments scolaires. Il y a un vrai enjeu qui consiste aussi à montrer aux publics favorisés qu'ils peuvent aussi bénéficier de l'écologie et de l'action climatique, et qu'en fait, l'engagement pour la transition énergétique, ça veut dire aussi un lycée ou un collège rénové qui n'est plus une passoire thermique. Parfait, merci professeur pour votre intervention. Merci infiniment de votre venue. On va passer maintenant au cocktail. Un moment important aussi sur lequel on va pouvoir effectivement continuer à échanger et évoquer le sujet de la RSE. Merci infiniment. Avec plaisir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.